que j'ai choisi pour l'Art du View, j'accueille Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, bonsoir. Bonsoir. Avant de passer à l'Art du View, le magnéto de Blacko, Serge. 1946, Mathieu Ricard naît à Aix-les-Bains. Il est le fils de Jean-François Revel, brillant intellectuel qui finira à l'Académie française, et de Yann Le Toumelin, peintre surréaliste passionné de spiritualité orientale. Quand il est né un jour de pleine lune où je me disais, s'il pouvait être Bouddha, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Son père le pousse vers les études scientifiques, mais à 20 ans, Mathieu fait un premier voyage en Inde avec sa mère pour s'initier au bouddhisme. De retour en France, il travaille sur une thèse en génétique à l'Institut Pasteur, mais chaque été, il repart en Inde parfaire son initiation. 1972, fini la recherche scientifique. Mathieu se lance dans la recherche spirituelle. Il quitte le CNRS et part vivre dans l'Himalaya où il va gravir les échelons du clergé tibétain. En 79, il devient moine et se rapproche du Dalai Lama. En 89, il devient carrément son interprète officiel en français. Installé au Népal dans un monastère près de Katmandou, il médite en silence 4 heures par jour et ne reviendra pas en France pendant 25 ans. 1997, une éditrice parisienne lui propose d'écrire un livre avec son père. Le moine et le philosophe se vend à 300 000 exemplaires, traduits en 23 langues. Mathieu devient donc riche et célèbre et il en profite pour fonder en l'an 2000 une association pour lutter contre la pauvreté au Népal. En 2003, il publie un livre avec le Dalai Lama, mais aussi des livres où il exprime son talent de photographe. 2008, Mathieu publie L'art de la méditation, 200 000 exemplaires vendus, traduits en une trentaine de langues. Au total, il a publié plus d'une trentaine de bouquins dont les bénéfices, reversés à son association, permettent aujourd'hui de nourrir, de soigner, d'éduquer des centaines de milliers de personnes chaque année. 400 000 bénéficiaires dans le monde de la santé, de l'éducation et des services sociaux en Inde, au Népal et au Tibet. Donc c'est pour promouvoir les bonnes idées de l'altruisme et nos projets humanitaires que je fais le clown dans les médias, mais ça ne va pas durer longtemps. 2019. Mathieu Ricard poursuit ses allers-retours entre le Népal et la France. Avant de repartir méditer dans l'Himalaya, il passe chez Ardisson pour nous montrer le chemin qui mène à la liberté intérieure. Voilà, merci Blacko. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Art du View. Mathieu Ricard, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe, photographe, spécialiste de génétique cellulaire et moine bouddhiste. Alors, je précise pour les fans des Marseillais à Miami que bouddhiste ne veut pas dire que vous boudez. Alors, moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique. Vous avez vendu des centaines de milliers de livres, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les droits d'auteur sont intégralement reversés à chaque fois à votre organisation humanitaire qui s'appelle Karuna Shechen. Vous avez fondé en 2000 et qui aide aujourd'hui 400 000 personnes en Inde, au Tibet, au Népal, dans des écoles, dans des dispensaires, dans des cliniques. Il vous reste rien. Bah, juste de quoi me déplacer. Ouais, ou... ouais. Mais enfin, je n'ai pas besoin. Mon ermitage fait 9 mètres carrés, sans chauffage, j'ai pas de voiture, pas de terrain, pas de maison. Et puis en plus, au Népal, on ne va pas faire de piscine parce que c'est en plante partout. Les Ferrari ne circulent pas. Ouais, Enfin, j'en ai vraiment pas besoin, ça serait plutôt des ennuis qu'autre chose. Vous dites, je n'ai pas de maison, à part votre petit ermitage, évidemment. J'ai en tout et pour tout 3 paires de chaussures, une pour ici et 2 pour le Népal, où je vis 6 mois par an. Voilà. C'est le dénuement absolu. Mais non, c'est la simplicité volontaire et heureuse. Ouais. Moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique, on l'a dit, à la télévision. Vous dites, c'est pour mes projets humanitaires que je fais le clown dans les médias. Vous avez l'impression de faire le clown? Oh, c'est-à-dire que, comme les gens disent toujours le moine hyper médiatisé, vous avez dit l'homme le plus heureux du monde, c'est la plus grosse blague de la planète. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ouais. Si vous voulez, en fait, des fois, même des gens qui me demandent pourquoi est-ce que vous venez quand vous vous demandez. Je dis, bah, vous m'avez demandé de venir, je suis là, sinon je suis tranquille dans mon ermitage. Voilà. En fait, c'est très simple. Il y a 2 raisons. Une part, parce qu'il y a des idées qui me sont extrêmement chères et qui, je pense, peuvent être utiles à partager, ne serait-ce sur l'altruisme, la coopération, la bienveillance.
le fait d'être un peu moins l'esclave de toutes nos émotions destructrices. Et ensuite, effectivement, quand je suis dans mon ermitage, je me dis pourquoi est-ce que je redescends? C'est beaucoup pour soutenir ces projets humanitaires que j'ai commencé, dont je suis un peu le visage public, hein, donc le clown. Et puis aussi, maintenant que je prends de l'âge, l'idée peut-être de fonder une fondation qui malheureusement porte mon nom. Si vous voulez que les gens continuent à donner de l'argent, il vaut mieux qu'elle porte votre nom. Si vous voulez, c'est un peu l'épidémie du narcissisme, mais dans mon cas, c'est plutôt pour que ça perdure après moi. Les idées vers une société plus altruiste, faire peut-être des actions en France pour ceux qui sont dans le besoin, et continuer nos actions en Asie. Alors, vœu de pauvreté, mais aussi vœu de chasteté. Alors, bien sûr, vous avez eu des aventures amoureuses jusqu'à vos 30 ans. Vous avez même failli vous marier quand vous aviez 21 ans. Ah, vous savez tout. Ouais. Mais depuis votre ordination en 1978, il y a donc 40 ans, no sexe. Non, mais ceci dit, c'est forcément, on a des affinités électives. On se sent très proche de certaines personnes. La moitié de l'humanité, à peu près, c'est des femmes. Donc l'idée qu'on va dire, oh là là, attention, c'est sûr qu'on a des sentiments. Ben, ceci dit, j'ai gardé jusqu'à maintenant mes vœux monastiques et à 73 ans, ben voilà, je crois que c'est râpé. De finir comme ça. Mais honnêtement, ça vous a apporté quoi, cette chasteté? Alors, si vous voulez, c'est pas seulement la chasteté. C'est le fait que si j'avais une famille et des enfants, comme j'aurais pu l'avoir, ben, je serais probablement encore à l'Institut Pasteur ou quelque part. L'idée de partir dans l'Himalaya pendant 5 ans, tout seul dans un ermitage, comme je l'ai fait au fil du temps, c'est pas très sympa pour la femme et les enfants. Bon. Donc, si vous voulez, ça donne une liberté incroyable. J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait pendant 50 ans dans l'Himalaya si j'avais eu la responsabilité d'une famille, élever des enfants. Ce qui est incroyable quand même, Mathieu Ricard, c'est que les maîtres et les lamas bouddhistes n'ont pas d'obligation de chasteté, en fait. Alors, mes 2 maîtres principaux, les premiers, Kangyo Rinpoche et Dokgen Rinpoche, avaient une famille, c'était des yogis. Voilà. Alors, eux n'avaient pas fait ce vœu de monastique, comme le Dalai Lama l'a fait, par exemple. Non, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est pas obligatoire, disons. Ça vous aide pas forcément d'atteindre à l'éveil, mais simplement, ça simplifie l'existence, pour sûr. Alors, Mathieu Ricard, vous pratiquez la méditation depuis 40 ans. Ça fait 40 000 heures de méditation, 4 ans et demi à méditer 24 heures sur 24, si on fait le total. Vous dites, très important ça, la méditation, ce n'est pas se vider la tête, c'est peu à peu devenir un meilleur être humain. Voilà, c'est important parce que les gens, ils sont là, ils sont allongés sur un fauteuil, qu'est-ce que tu fais? Je médite. Oui, alors les gens qui pensent que la méditation, c'est faire le vide en relaxant, bon, relaxer, c'est très bien. Faire un peu le vide, c'est-à-dire si vous dégagez un tout petit peu de tourbillon des pensées, mais enfin, les gens qui essaient de faire le vide, ils se disent, bah, c'est pas pour moi, ça dure pas. Hein? Et après, en fait, quand vous regardez à l'intérieur, vous avez l'impression que vous avez plus de pensées que d'habitude. C'est pas que vous en avez plus, c'est que vous apercevez l'étendue de la catastrophe. Donc, c'est sûr, un esprit plus calme, plus clair et plus stable, c'est un préliminaire nécessaire, par exemple, à cultiver la bienveillance. Si c'est votre esprit comme un singe agité, ça marche pas. Donc, c'est un peu l'image de l'oiseau qui passe au travers du ciel. Si vous le laissez passer, il laisse pas de trace. Le problème avec les pensées, c'est qu'une pensée survient, on s'accroche à cette pensée en voulant, soit avec attraction ou rejet, cet oiseau devient 100 oiseaux, 1000 oiseaux, et le ciel est couvert d'un essaim d'oiseaux qui vous perdez la vue du ciel, qui est le fond de la conscience. Donc c'est le fait de cet engrenage qui fait cette prolifération des pensées, qui mène à la rumination du passé, à l'inquiétude et l'espoir vis-à-vis de l'avenir, qui ne vous laisse pas en paix. On sait qu'un des premiers symptômes de la dépression, c'est cette rumination excessive. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec le Mind and Life Institute, vous participez à des travaux qui prouvent que la méditation transforme le cerveau. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que à ce moment-là, la densité des zones liées à l'empathie augmente. On le voit. L'empathie, alors c'est spécifique. Chaque type de méditation a une signature différente dans le cerveau. Mon ami Tanya Singer, avec qui j'ai beaucoup travaillé, a montré sur 9 mois un groupe de méditants qui faisaient soit de la pleine conscience, c'est-à-dire de l'attention focalisée, soit la prise de perspective avec l'autre, soit méditation sur la bienveillance, que c'était pas du tout les mêmes aires du cerveau qui structurellement changeaient et fonctionnellement aussi. Donc, si vous voulez, si vous faites des haltères, vous n'allez pas vous muscler les mollets. Non, mais c'est clair. C'est normal. En fait, on pourrait apprendre aux enfants à méditer quand ils sont tout petits à l'école. Mais bien sûr, et ça se fait d'ailleurs. Mon ami Richard Davidson, qui est un grand neuroscientifique, a un programme qui s'appelle le Curriculum de la bienveillance, qui dure 10 semaines. Les enfants adorent ça.
Et un des effets les plus notables et très intéressants, c'est la diminution au bout de 10 semaines des discriminations entre races, entre religions, entre milieux sociaux. Et quand on sait à quel point, aujourd'hui, dans nos sociétés, les discriminations sont délétères à l'harmonie de la société, un programme qui, finalement, est très peu coûteux, qui a des effets à long terme, on se dit, mais c'est quand même formidable. Oui, ça fait du bien de vous entendre. Alors, Mathieu Ricard, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « À nous la liberté », que vous avez coécrit avec vos amis Alexandre Jolien et Christophe André, qui est publié à l'Iconoclaste avec Alary Éditions. Alors, c'est déjà avec eux que vous avez écrit « 3 amis en quête de sagesse », qui s'est quand même vendu à 500 000 exemplaires. Alors, le pitch, comment atteindre non pas le bonheur en boîte que promet la société de consommation, mais le bien-être spirituel. Comment acquérir notre liberté intérieure malgré nos automatismes mentaux et nos préjugés. En fait, c'est ça. Déjà, il faut faire preuve de discernement. Et d'ailleurs, l'égarement est un des obstacles à la liberté intérieure dont nous parlons. Pourquoi? Parce que si on s'imagine qu'en donnant libre cours à l'animosité, à la jalousie, tout ça c'est très bien, ça fait les couleurs de l'existence, en cela on s'ennuierait mortellement, quand finalement on va éprouver ce sentiment d'épanouissement et de bien-être, on est mal parti. Donc il faut déjà le discernement de reconnaître quelles sont les causes de nos troubles intérieurs, cette sorte de toxines mentales qui nous mettent mal à l'aise et qui souvent nous font parler et agir de manière peu agréable pour les autres. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que vous dites la liberté n'est pas un état, mais un processus. Il faut faire des efforts. Pour se libérer, il faut être laborieux. C'est-à-dire, oui, l'idée que, encore une fois, le secret du bonheur en 3 leçons et 3 semaines, il n'y a pas de secret, c'est pas facile, mais c'est possible et désirable. Donc, alors, en gros, quand on parle du bonheur, on dit, oui, mais moi, le bonheur, c'est de manger un plat de spaghetti, etc. Bon. Il y a toutes ces définitions possibles et imaginables du bonheur. Mais au moins, tout le monde est d'accord que ça serait quand même mieux de ne pas souffrir du matin au soir. Donc ça, on est d'accord. Donc, quelles sont les causes de la souffrance? Est-ce que ce n'est pas justement la souffrance intérieure vécue, dont on fait l'expérience? Est-ce que ce n'est pas des états de conflit intérieur, d'animosité permanente, de jalousie qui vous ronge? Donc, si on pouvait se libérer petit à petit de cela, ça serait quand même formidable. Quand on vous dit c'est compliqué, vous dites il n'y a pas de grande tâche difficile qui ne soit décomposable en petites tâches faciles. Alors, c'est vrai l'essence qu'on de peut la manger un éléphant à la petite cuillère. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est l'essence de la méditation et c'est l'essence de la neuroplasticité. Si vous dites je vais faire 10 heures de méditation tous les 3 mois, d'abord, vous allez avoir plein la tête et ensuite, ça ne va pas marcher. Si vous en faites 15 minutes, 20 minutes par jour, 5 jours par semaine, à la fois l'expérience vécue comme les neurosciences vous diront, au bout d'un mois, on voit déjà des changements qui se produisent, qui se renforcent au fil du temps. Donc, il vaut mieux des courtes périodes répétées et régulières que des gros efforts de temps en temps. Je crois que c'est pareil pour le sport et pour toute autre forme d'entraînement. Tout à fait. C'est d'appliquer les méthodes du sport à l'esprit, en fait, c'est ça. En quelque sorte. Vous dites, le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais une compétence que nous développons. C'est super important, ça. C'est pas mal, non mais... Non, mais sérieux. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le bonheur, avec un grand B, c'est une sorte de truc très abstrait. On peut avoir des joies, mais dans le le cerveau, bonheur, il n'y a pas de bonheur. Mais par contre, le bonheur tel que nous l'entendons, c'est un ensemble de qualités humaines. La résilience, la liberté intérieure, la paix intérieure, la force d'âme, l'altruisme. Toutes ces qualités-là peuvent se cultiver une par une. Et voilà, après toutes ces années de méditation, Mathieu Ricard est la seule personne au monde à pouvoir regarder plus de 30 secondes Mathieu Delormeau sans avoir envie de l'étrangler. Ça tombe bien parce que je sais pas qui c'est. Voilà, ça tombe bien. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ouvrez votre esprit. Ça commence aujourd'hui. Une dernière chose, là. J'en parlais à ma femme, là, j'y repense, là. C'est la question Colombo. Mathieu Ricard, avec le drame des Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, on a découvert des extrémistes bouddhistes. Alors normalement, un bouddhiste extrémiste, ça devrait être quelqu'un d'extrêmement non violent. Exactement. Mais bon, là, c'est pas le cas. Et l'ONU a demandé des poursuites contre les dirigeants militaires birmans pour crimes contre l'humanité. Tout à fait. Est-ce que, comme l'écrit Sophie Ancel, on n'a pas tendance, en Occident, à romantiser le bouddhisme?
Peut-être, mais à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Tout d'abord, le fait que ça choque, ça montre aussi que c'est une anomalie historique. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas eu de croisade bouddhiste, le bouddhisme ne fait pas de prosélytisme, donc c'est une anomalie. Pas d'attentat bouddhiste. Deuxièmement, on peut dire que c'est dans un pays bouddhiste, de culture bouddhiste, mais on peut dire avec certitude que ça va à l'encontre, fondamentalement, de tous les principes du bouddhisme. Parce qu'il n'y a pas une phrase dans tout le corpus des enseignements des Bouddhas qui puisse justifier. On dit, oui, mais ça, vous voyez, il dit quelque part. Donc le Dalai Lama a d'ailleurs dit, si le Bouddha était là aujourd'hui, il viendrait au secours de ses frères et sœurs Rohingyas. Merci. Alors, il y a un autre livre qui s'appelle Le Vagabond de l'éveil, qui est publié chez Padmakara, qui est consacré à Patrul Rinpoche, maître bouddhiste tibétain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé 30 ans, en fait, à faire ce livre, Ouais. parce que j'ai recueilli des anecdotes, de la tradition orale au Tibet, auprès de vieux ermites de 90 ans. J'ai visité toutes les grottes, les lieux, et c'est un livre spirituellement très inspirant. C'est mon beat favori, parce que jusqu'à ce jour, il s'est vendu à 1000 exemplaires. Ouais. Mais c'est un livre, j'ai une telle joie à faire, et je suis tellement heureux qu'il existe. Donc, je vous conseille sa lecture.